Bonjour tout le monde. Oups, ça part? Écoutez, la thématique du congrès m'a amené vraiment dans une réflexion, le paysage, le tourisme, et ça m'a amené dans la réflexion de la qualité de vie qu'une ville offre à ses citoyens. Donc, la qualité de vie, mais aussi la reconnaissance, la fierté qu'on a de notre ville ou qu'on a de nos lieux touristiques. Et oui, effectivement, comment est-ce qu'on en parle? Le paysage est vraiment étroitement lié à l'appropriation et au rayonnement touristique. Donc, l'architecte paysagiste, par le fait, un peu comme disait Pierre, l'analyse, la concertation, d'être en amont, d'être dans vraiment un réseau de connectivité aussi multidisciplinaire, est vraiment une partie prenante et très, très importante comme profession pour la mise en valeur du touriste. Permettez-moi aussi tout le long de vous parler du CESM et non pas Complexe environnemental Saint-Michel. Je peux juste vous dire qu'actuellement, lundi, il y a une réunion pour un concours pour le changement de nom, ce qui peut aider aussi. Donc, je vais vous parler du CESM. Première des choses, on revient un peu en arrière. Donc, pas en arrière comme tel. Dans le fond, pour vous mentionner que Montréal, bon, Montréal, c'est quoi? Montréal, c'est ses quartiers, c'est sa diversité sociale, c'est sa créativité, mais c'est surtout et c'est avant tout une île qui est magnifiée par le fleuve et qui possède une montagne spectaculaire, le Mont-Royal. Je fais un aparté sur le Mont-Royal comme tel. Le Mont-Royal, qui est un lieu vraiment symbolique et emblématique de Montréal, qui actuellement fait partie du site patrimonial du Mont-Royal, et c'est bien sûr, mais qui accueille plus de 5 millions de visiteurs par année, qu'il fréquente pour ses nombreux attraits, qui profitent des charmes de ces paysages naturels, riches, diversifiés, mais aussi culturels, de culte et tout. Le Mont-Royal a été désigné comme une destination par excellence de Tourisme Montréal, mais est actuellement le numéro 1 des symboles emblématiques de Montréal. Le Mont-Royal, c'est effectivement notre cœur, le cœur de la ville, un des cœurs de la ville comme tel. C'est pour vous faire un peu le lien entre le Mont-Royal comme le CESM, c'est dans nos deux grands parcs métropolitains. Ces deux lieux, mais je vous dirais aussi par opposition, par similitude, c'est une même histoire. C'est l'histoire de Montréal aussi qu'on raconte. C'est l'histoire aussi du développement de la ville. Comment aussi, au cours du 19e siècle, comment on a protégé notre montagne, on l'a mis en valeur, et comment aussi, à l'intérieur de l'histoire de Montréal, de l'exploitation de ses carrières et tout ça, le CESM fait partie vraiment du façonnement de la ville. Dans le contexte du CESM, c'était un paysage rural pendant plus de 200 ans. Donc, on reconnaît le chemin de la côte Saint-Michel, qui est aujourd'hui la rue Jarry. Vraiment un paysage agricole, mais aussi, en même temps, un lieu qui commençait à avoir de l'exploitation au niveau de certaines petites carrières qui étaient mises en place un peu partout à Montréal comme tel, mais particulièrement dans ce secteur-là. Donc, on retrouve vraiment la production au niveau du calcaire, au niveau de la production de chaux qui se fait dans ces secteurs-là. Et surtout aussi la production de notre pierre de Montréal, qui est la pierre grise de Montréal, qui est le calcaire de Trenton. L'histoire de ce site-là, donc vraiment un secteur qui était voué un peu plus à l'agriculture, en même temps qui possédait des terres boisées. En son cœur aussi, un ruisseau qui passait. On sait que l'île de Montréal était truffée aussi de ruisseaux. Et vous voyez un peu dans les petits cercles orange, les petites carrières qui se sont implantées dans le secteur de la ville Saint-Michel. Donc, et des fours à chaux qui étaient au niveau du site par lui-même. Le site Miron. Le site Miron, c'est vraiment la représentation à partir des années 1940, où est-ce qu'il y a eu un regroupement de différentes carrières dans le secteur, où l'entreprise Miron a été vraiment a pris possession de tout l'ensemble du site. Donc, comme on lit la petite aparté de M. Foglia en 1984, ça date, mais c'est encore très actuel.
c'est que toute une bonne partie des constructions de Montréal sont venues de la cimenterie et du site de Miron. Donc, on pense au niveau des routes, au niveau des différents, la voie maritime, comme on mentionne, comme le complexe Desjardins. Donc, il y a beaucoup eu de développement à partir du site Miron. En même temps, je vous dirais que la cimenterie qui a été mise en place vraiment générait énormément de nuisances, c'est sûr. On dit tout le temps que dans ce secteur-là, il y a eu un rapport, moi je le mentionne comme un rapport un peu amour-haine entre le site Miron et en même temps le quartier. Donc, au plus fort, le site Miron accueillait pas loin de 3000 ouvriers. Ces ouvriers-là aussi sont venus s'implanter autour de la carrière. Donc, vraiment, c'était des donneurs d'ouvrages, la compagnie Miron, mais en même temps aussi, à partir de 1968, il y a eu de l'enfouissement en parallèle qui s'est fait, qui a généré quand même énormément de nuisances de ce côté-là. Ça montre aussi, cette photo-là, comment c'est un quartier dense, pas tellement de végétation comme telle, mais en même temps ceinturé entre vraiment deux carrières, donc coincé entre deux carrières d'exploitation. Donc, un lieu qui est en constante évolution. Un lieu surtout en constante évolution parce qu'on y retrouve depuis 1968, oui, un site d'enfouissement. On a pas loin de 70 mètres de dénivellation avec l'exploitation de la carrière, 70 mètres de déchets, 40 millions de tonnes de déchets dans ce site. La Ville de Montréal a acheté le site en 1987. Suite aussi aux pressions des citoyens. Les citoyens voulaient aussi avoir un lieu de transformation, ne voulaient plus avoir d'exploitation au niveau du calcaire, au niveau des nuisances, donc pour vraiment se réapproprier ce territoire-là. Donc, il y a eu, à partir de vraiment des années 80 jusqu'à la fin 89, beaucoup de pression au niveau des citoyens, des groupes de citoyens, pour vraiment redonner à la population ce parc. Bien, cet ensemble comme tel. Donc, au cœur d'un quartier, vraiment, là, on voit la montagne, on voit vraiment l'ampleur du territoire. Et vraiment, du côté est, c'est tout le quartier Sainte-Lucie. Donc, un quartier hautement dense, un des quartiers les plus pauvres de Montréal, il y a quelques années, enfin. Un quartier multiethnique. Il y a plus de 80 ethnies différentes au niveau du quartier, de l'ancien quartier Sainte-Lucie. Donc, Saint-Michel fait partie de l'arrondissement Saint-Michel, Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. Du côté ouest, c'est tout le développement du quartier Saint-Sulpice, un quartier un petit peu plus cossu. Donc, vraiment, les pressions aussi au niveau des habitants, au niveau de la population, viennent beaucoup pour le réaménagement du côté des citoyens du quartier Sainte-Lucie, donc du quartier est, entre les deux carrières principalement. Le site comme tel, c'est un site de 192 hectares, donc 2 km², 1 km par 2, qui comporte vraiment une partie excavée de l'ancienne carrière de 153 hectares. Et à l'intérieur de ce 153 hectares, on a enfoui 72 hectares qui comportent les déchets, donc 40 millions de tonnes de déchets. Tout autour, on retrouve certains parcs de voisinage, des parcs de l'arrondissement, et aussi, en même temps, une couronne vraiment un petit peu plus, qui n'avait pas été excavée au niveau de la carrière, et le développement en bleu qu'on voit de certains partenaires, que je vais vous parler un petit peu plus loin. Mais ça vous donne aussi l'envergure de ce qu'était le site de l'ancienne carrière Miron, et en même temps du site d'enfouissement. Il faut vous dire aussi que ce site-là, dans les normes qu'on a au niveau de nos ministères, un site d'enfouissement en milieu urbain ne doit pas être vu aussi. Donc, c'est un site vraiment confiné qui n'était pas nécessairement accessible à la population. Donc, un site en perpétuel mouvement, vraiment, un site dont le 72 hectares bouge constamment.
Donc, un site où est-ce qu'on ne peut pas nécessairement mettre d'infrastructure extrêmement solide avec des bases, mais en même temps, qui est tout un paysage insolite, un paysage aussi de mise en valeur de ce patrimoine qu'on a au niveau de l'industrie, au niveau de notre histoire aussi de Montréal, comment, à partir de cette carrière-là aussi, comment on peut aussi véhiculer l'histoire de ce lieu. C'est un site aussi en perpétuel mouvement. Quand on dit ça, c'est au niveau d'un suivi de près, au niveau environnemental. Il y a peu de sites d'enfouissement vraiment au cœur d'un milieu urbain. On a fait une démarche, on a fait vraiment une recherche un peu partout. Enfin, en Amérique du Nord, on en retrouve peu qui sont vraiment en milieu urbain. Il y a beaucoup de sites qui sont un peu à l'extérieur, mais peu vraiment en milieu urbain. Donc, pour se ramener un peu plus au niveau du site d'enfouissement, c'est un site où est-ce qu'on retrouve pas loin de 375 puits de captage de biogaz. Hier, on me disait que c'était en train de descendre jusqu'à 300. On va souhaiter que tranquillement, il y en ait un peu moins. Mais en même temps, je vous dirais, il faut le prendre comme un enjeu et non pas nécessairement une problématique, pour quelque chose aussi qu'on révèle dans le paysage, qu'on met en valeur. Qui comporte aussi dans son sous-sol 21 km de canalisation. Donc, vraiment, un sous-sol assez tumultueux, qui bouge, mais qui, en même temps, a une partie d'infrastructure à ne pas sous-estimer. Le site d'enfouissement génère pas loin de 2000 mètres cubes de lixivia par jour. Et en même temps, au niveau des biogaz, les biogaz actuellement sont récupérés et sont transformés en électricité avec l'usine Gazmont. Un site qui est habité par ces contrastes, c'est vraiment, au niveau du paysage, c'est vraiment un site où est-ce qu'on retrouve des falaises, les mouvements de sol au niveau de la mise en place du recouvrement final qui sert au niveau du site d'enfouissement. Mais c'est vraiment un paysage de contraste qu'il faut révéler, qu'il faut vraiment, non pas, je dis souvent, ce n'est pas le fait d'en faire il ne faut pas, il ne faut pas en faire un paysage bucolique, il faut vraiment mettre en valeur ce paysage-là qui est tout en mouvement, mais en même temps, tout aussi en rigidité au niveau des falaises. Donc, il y a un contraste intéressant sur ce site. Les problématiques et les enjeux peuvent se transformer aussi en potentiel. Les zones à révéler au niveau de l'enclavement, de la dénivellation, de l'accessibilité. Vraiment les problématiques, les enjeux en termes des nuisances, la population environnante. La population de Montréal aussi a vécu pendant des années avec le bruit, la poussière, les odeurs. Donc, vraiment de générer comment est-ce qu'on réussit à s'arrimer depuis 20 ans, depuis 1995, qu'on a entrepris de finaliser le site. Vraiment à gérer les nuisances. Et en même temps, je vous dirais, tout le camionnage qui est au niveau du quartier. Hein. Souvent, au début, en 95, on disait qu'au moment où est-ce que le site n'était pas encore recouvert d'une manière finale, selon les normes du ministère de l'Environnement, on mentionnait que si on était pour fermer le site en 95 et faire le recouvrement final, ça prendrait 5 ans avec des camions jour et nuit pour le rendre conforme. Et effectivement, depuis 1997, on a commencé à faire le recouvrement final qui se termine cette année, en 2014. La compatibilité aussi des usages, je vais vous en parler un petit peu plus au niveau du plan directeur. C'est sûr que ce site-là a une partie stable et dans sa partie stable, il y a eu énormément de pression, qu'il soit politique ou quoi que ce soit, pour vraiment l'aménager ou se l'approprier selon différents usages. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment de mailler entre la compatibilité des usages, soit des usages vraiment industriels et aussi des usages culturels que je vais vous mentionner. Oups, 5 minutes, OK, il faut que j'avance. Donc, le but et les principes du CESM, je pourrais l'élaborer encore plus, mais en gros, c'est vraiment de réhabiliter ce site en créant un vaste complexe de technologies au sein d'un espace vert
d'envergure qui est dédié à l'environnement, au sport, aux loisirs et à la culture. C'est vraiment de mettre en valeur tous vraiment ces aspects, les aspects environnementaux, les grands principes que sous-tend, c'est l'intervention selon une approche de développement durable. On a une politique à la ville de développement durable. Vraiment, on veut en faire un projet, un parc qui démontre tous les aspects du développement durable aussi, et dans le respect de l'environnement. Donc, la gestion de nos eaux de ruissellement, vraiment, entre autres, comme tel. Mettre en valeur le sens du lieu, son unicité. Offrir un site accueillant, sécuritaire, mais surtout accessible. Vraiment faire connaître à Montréal, faire connaître aux touristes, faire connaître ce lieu. Favoriser la recherche, l'éducation, l'innovation, la créativité dans l'aménagement, l'animation et la gestion du site. C'est un lieu de recherche incroyable, c'est un lieu d'expérimentation avec les partenaires qu'on a. On est avec les partenaires du Cirque du Soleil, de l'ATU. On est vraiment dans une pépinière dans tous les points de vue, au niveau culturel, d'émergence, de tenter de faire tous les essais, on essaie de les faire en fonction au niveau du CESM comme tel. Le lien qui nous unit comme tel depuis 1994-95 au niveau du plan directeur, c'est un lien simple. C'est dans le fond de mettre en lumière le site qui évolue. Au départ, on avait vraiment la plaine alluviale de Montréal comme telle. Donc, on a creusé. On a construit Montréal à partir de ça. On a réenfoui les déchets de la ville comme tel et non pas qu'on revient, mais on veut rendre hommage à toute cette évolution, cette transformation à travers le cycle de la vie, la récupération, la régénération et ce mouvement perpétuel-là. Donc, un exemple comme tel, les feuilles de Montréal au niveau du compost sont récupérées. On en fait des andins de compost qui servent 2 fois par année. La population vient chercher le compost et qui ont servi aussi dans les couches de finition du recouvrement final du CSM, aussi nous empêchant de décaper des zones énormes au niveau de terre arable. Donc, toujours cette notion-là. Autant, je vous dirais, dans la programmation d'activités, mais de renouvellement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi le pas de plus pour se servir aussi des matériaux et de tout? Le fil directeur aussi qu'on travaille actuellement avec l'équipe de projet, c'est vraiment le fil directeur des aménagements, c'est la mise en lumière, la mise en valeur des strates. Vraiment les strates au niveau des déchets, les strates au niveau des falaises, mais vraiment de voir ces couches d'histoire-là qui sont révélées à travers le site. Donc, un site que depuis 1995, que la Ville s'est beaucoup plus accaparée pour en faire un plan directeur. Mais ce site-là, vous le voyez en 1995, où est-ce que le cœur était vraiment au niveau de l'enfouissement. Le recouvrement final du site n'était pas commencé. En 2010, vraiment, on commence un peu plus à voir le côté verdoyant. Et pour arriver en 2013, où est-ce qu'on est beaucoup plus vraiment dans une finalité. 2014, on finit les recouvrements finaux comme tels. Et on commence à voir les formes du paysage. Je fais une parenthèse aussi sur ce que Timlan mentionnait tout à l'heure. C'est que nous aussi, quand on est arrivé au niveau du site d'enfouissement, la portée des ingénieurs voulait en faire une belle butte. Vraiment. Donc, ça a été aussi tout un travail de concertation avec les différentes disciplines pour en arriver à un paysage un peu plus vraiment graduel qui démontre aussi la thématique du site. Donc, se projeter dans 10 ans, on parlait toujours de 2020, mais bon, disons que ça avance. On essaye au moins de faire un bon bout pour 2017, mais je crois que ça va dépasser 2020. Le cœur du site, le site d'enfouissement, on l'a travaillé dès 1994-95 avec la firme Hargraves, vraiment pour voir les grandes lignes, les grands mouvements aussi qui se dessinaient au niveau du site dans sa partie extensive comme telle, parce qu'on ne peut pas du tout construire au niveau de fondation dans ce secteur-là. Dans 10 ans, oui, encore une fois, la mise en mémoire de ce lieu-là, de l'histoire, du patrimoine de ce lieu-là. Donc, vraiment, le lac de l'Escarpement, où est-ce qu'il recueille tous les eaux de ruissellement, mais qui révèle aussi toutes les parois, les falaises, au niveau de l'excavation du calcaire. Ça aussi, il a fallu qu'on voit aussi
pour pas qu'il y ait d'enfouissement qui aille jusqu'à recouvrir les falaises. Ça a été un travail qu'on a fait de concertation avec les différentes disciplines. Donc, le lac qui représente cette mémoire-là au niveau du site d'excavation aussi. Vraiment, dans la thématique ou la vision de l'évolution, tout ça, de la transformation, la plaine des vents qui se veut vraiment tout le réseau, un espace beaucoup plus extensif, mais qu'on commence aussi à sentir la végétation, la nature reprendre ses droits, et pour en arriver aussi dans un secteur beaucoup plus où est-ce qu'on a un boisé, et où on est beaucoup plus à la hauteur du milieu urbain. Donc, on sent les strates, on sent aussi le passage du temps. L'amphithéâtre, on a tout un vestige de l'histoire vraiment de Miron aussi dans ce secteur-là. On n'a plus les cheminées, mais on a encore ce vestige-là. Donc, pour en faire un lieu, un amphithéâtre pratiquement naturel, et en même temps qui fait partie d'un ensemble de pôles, le pôle culturel comme tel. Donc, le plan directeur a été travaillé en sa couronne au niveau de pôles pour le moment. Ça évolue tranquillement depuis 10 à 15 ans. Encore une fois, pour vraiment plus camper les secteurs. Sinon, il y avait une anarchie un peu partout de projets qui étaient en train de se développer. Donc, le pôle culturel, le Cirque du Soleil qui s'est implanté en 96-97. Aussi, notre partenaire principal, l'ATEU. Donc, je vais en parler un petit peu plus tout à l'heure, vraiment, qui procède au niveau de l'animation du site, des événements. Tout vous dire aussi qu'au niveau du quartier, ça a tout été un enrichissement. Cirque du Soleil, c'est 2000 employés. Vraiment, c'est siège social et tout aussi la part de la TEU en termes d'animation et en termes de mission. Un pôle éducatif, je l'ai laissé encore comme tel, même si ce pôle-là, on a voulu le conserver parce que vraiment, il y a eu beaucoup de pression dans certains espaces qui sont encore verts pour faire vraiment faire tabula rasa et vraiment reconstruire pour avoir soit des bâtiments, quoi que ce soit. Donc, à ce moment-là, on a vraiment campé un petit peu plus un secteur, un pôle éducatif. Ce pôle éducatif-là, je vous dirais, a énormément évolué. Il est partout à présent. Il y a vraiment un fondu enchaîné des différents pôles, autant culturels qu'éducatifs. C'est vraiment l'évolution de ce projet-là depuis 20 ans. Mais en même temps, vous mentionnez que le rôle éducatif est présent depuis le début, autant pour faire connaître à la population quel est ce site, mais autant comme mentionnait Pierre, au niveau aussi des différentes villes ou au niveau international qui viennent voir aussi ce site-là. Un pôle industriel commercial qui, lui, vraiment, un éco-centre, le centre de tri des matières résiduelles, tous les bacs bleus, la récupération, les plastiques, les verres qui viennent faire partie prenante de ce grand complexe environnemental. La partie commerciale est arrivée vers les années 90, juste un peu avant le plan directeur. Ça a été aussi un travail de travailler avec les industries, les commerces qui étaient là pour vraiment intégrer les principes de développement durable ou environnemental au niveau du secteur des commerces comme tels qui sont là. Le pôle sportif, le TAS, le complexe de soccer qui est en construction actuellement. Mais aussi, c'est ça, il y avait déjà des installations sportives qui étaient dans les parcs de voisinage adjacents, dont le parc Champ-Doré. Donc, vraiment, un besoin aussi de la population au niveau d'installations sportives. Donc, un plan directeur d'aménagement qui, depuis 1994, se déploie. Évolue. Je vous dirais que dans sa thématique, il y a toujours un fil d'Ariane, mais dans sa forme, il évolue de plus en plus. Le plan directeur aussi, vous voyez les petits ronds concentriques en bleu. Au niveau on est en train d'élaborer tout un plan sur l'art public, donc un lieu de démonstration au niveau de l'art éphémère, temporaire, mais aussi les installations permanentes, qui vise aussi à mettre en mémoire vraiment l'histoire du lieu et de faire collaborer la collectivité.
des repères thématiques vraiment en bleu, vraiment des éléments qui ressortent du paysage, qui peuvent agir comme belvédère, mais ils sont aussi liés à l'art public. Donc vraiment des appels, des landmarks qui fait que ce paysage-là est quand même très horizontal, qui viennent aussi ponctuer et marquer. Je brosse rapidement parce que je vois qu'il ne reste pas grand temps au niveau de la mise en œuvre du site. Donc, vraiment des moments charnières de 1995 à 2003. On était dans une ouverture progressive du site. Hein? Donc, les gens n'avaient jamais accès. On a déplacé des clôtures. On a vraiment ouvert à la population. En 1995, au même moment qu'on ouvrait à la population, on travaillait sur le plan directeur d'aménagement. Donc, il y a eu d'aménagement des parcs autour, mais il y a aussi sur notre 5 km de voies polyvalentes, piétons cyclistes et tout, qui fait le pourtour, on a eu une ouverture progressive. Au point de vue de l'environnement, on commençait aussi des planches d'essai sur le recouvrement final. On débutait aussi le recouvrement final du site d'enfouissement. Et en 2000, ça a été statué que ce site-là n'accueillait plus de matière putrescible. Donc, même s'il pouvait encore en accueillir, à ce moment-là, ça a été une volonté politique de dire non, ça suffit. Au point de vue de la population, on n'amène plus de matière putrescible. Donc, il a continué à avoir de l'enfouissement par après de matériaux secs, mais en 2000, ça a été vraiment stratégique. Les partenaires qui ont été mis en place dans ces années-là, vraiment, Cirque du Soleil, l'Éco-Centre, la centrale Gazmont, plusieurs aussi installations ou plusieurs administrations qui ont été mises en place. La zone commerciale aussi a été mise en place. Un moment charnière en 2004, le Cirque du Soleil, qui était comme tel, a fait aussi exprimer le besoin de mettre en place une organisation qu'on nomme l'ATEU, qui a pour mission nommément de participer à la réhabilitation du site, du complexe environnemental et aussi de favoriser l'émergence des autres cirques et de contribuer aussi à la mise en valeur au niveau du quartier Saint-Michel. Donc, en 2004, on a ouvert l'ATEU. On a ouvert l'ATEU qui, en même temps, est un pavillon d'accueil au niveau du CESM. On a aménagé des entrées principales et l'entrée principale au CESM. On a vraiment finalisé aussi la voie polyvalente. Au point de vue environnemental, comme je vous mentionnais, 2009, on a terminé l'enfouissement des déchets. Et nos partenaires principaux aussi commencent en plus de l'ATEU, du pavillon d'accueil, au niveau du pôle sportif, vraiment, il y a un déploiement qui se fait depuis 5 ans. Et pour, en ce moment, la construction du centre de soccer, 2014 pour la finalité en 2015. 2014 aussi, je le mentionne au niveau des parcs parce qu'on est vraiment dans l'horizon de 2017, où est-ce que le site ne sera peut-être pas entièrement ouvert, mais en même temps, on est vraiment à déployer toutes les études, la faisabilité pour se rendre à 2017 pour un moment charnière. Donc, l'histoire de ce lieu-là, c'est l'histoire vraiment d'un site qui la réappropriation, mais en même temps aussi la reconnaissance que c'est un site d'enfouissement. Encore une fois, je mentionne que ce n'est pas d'en faire un paysage bucolique, mais vraiment de mettre à profit, de vraiment mettre l'essence, le sens du lieu, vraiment dans la mire, dans la vision du développement. Comme je vous mentionnais tout à l'heure, un site qui s'ouvre d'une manière progressive. Hein, vous voyez comme les cyclistes d'un côté, de l'autre côté, la fin du recouvrement final qui se fait. Donc, une appropriation, et même cette photo-là date de quand même assez longtemps. Et aujourd'hui, les cyclistes qui passaient rapidement, bien là, c'est des marcheurs, c'est des joggeurs qui, je pense, profitent de plus en plus de ces espaces. C'est un site aussi, la volonté aussi en termes de la faune, de la flore. Donc, on déploie différentes stratégies aussi face à la communauté. Donc, il y a eu un événement en 2000 où est-ce qu'on a mis en place le jardin des capteurs, Jean-Paul Ganem, où est-ce qui a été l'artiste comme tel qui l'a fait. Ce secteur-là s'est beaucoup effondré au niveau du site d'enfouissement. Il a fallu remettre du sol par-dessus. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau des plantes? C'est qu'on les a remis à la communauté. 148 plantes ont été remises à la communauté. Donc, c'est cette
cette vision-là aussi de rayonner, de vraiment distribuer au niveau de la population. Cirque du Soleil aussi, à chaque année, fait un immense parterre de produits maraîchers qui redonne aussi aux citoyens. Donc, on a aussi une faune qui s'installe. Vous voyez aussi notre petit coyote là, qui est là depuis quelques semaines, mais beaucoup des outardes et beaucoup aussi de prises au niveau de la faune. Un lieu tourné vers la communauté, je termine rapidement. Donc, la communauté, vraiment, tout le travail qui se fait avec la communauté via l'ATU, via les activités aussi. Mais je me suis permis aussi de mettre une photo dernièrement. Il y a eu, d'une manière illicite, des jeunes qui sont venus faire du sky kite. Et regardez, moi, c'est plus aussi de voir comment les gens s'attribuent ces milieux-là. C'est sûr qu'ils ont été mis dehors, mais regardez, moi, je trouve ça une image tellement belle là, que je trouve qu'en quelque part, c'est pas pour rien. Les gens veulent s'approprier aussi ces lieux-là. Donc, rapidement, vous dire aussi que ce lieu-là, dans sa démonstration depuis 10 ans aussi avec l'ATU, mais aussi avec les firmes, avec vraiment les moments au niveau des arts éphémères aussi qu'on a mis en place. Il y a vraiment des moments charnières qui ont été importants et qui font aussi que dans ce projet-là, je vous dirais juste ici, c'est de regarder la constance aussi, de voir comment est-ce que ça se déploie d'année en année et comment est-ce que ça se bonifie pour faire connaître le lieu qui est de plus en plus approprié et accaparé par les gens. Un dernier mot aussi pour l'ATU. L'ATU aussi, c'est notre partenaire principal, c'est vraiment aussi des activités extérieures qu'elle fait, autant au niveau des fêtes comme la FAIA, autant au niveau des groupes scolaires qui viennent la visiter et qui participent aussi à la découverte du complexe environnemental. Une approche reconnue, écoutez, ça ne se fait pas tout seul, tout ça, hein, c'est bien sûr. C'est toute une collaboration avec le milieu. On est en train de mettre en place vraiment une table de concertation. Vous me direz peut-être s'il est tard, mais on avait quand même fait une concertation aussi avec la population depuis plusieurs années. Mais là, avec le mouvement de 2017, vraiment, on veut asseoir encore plus cette concertation-là, donc avec les différents organismes. Avec toutes les firmes impliquées, hein, la Ville de Montréal ne l'a pas fait seule et l'a fait en partie aussi avec plusieurs firmes d'architectes paysagistes, avec des artistes au niveau de l'art public. La Ville s'est vu décerner par ce site-là aussi plusieurs prix au niveau des internationales Hour for Livable Community en 2004 et a été aussi un peu le giron au niveau de l'Espace Montréal de l'Expo 2010 de Shanghai au niveau du secteur des meilleures pratiques urbaines. Je fais juste un petit aparté, il faut me permettre ça. Sur le 375e, juste vous mentionner que c'est vraiment l'opportunité autant de révéler le paysage de la ville, mais je pense que c'est une opportunité de travail, de concertation, de collaboration et de mettre en valeur ce que je pense les architectes paysagistes font très bien, les idées rassembleuses aussi et la connexion physique, mais la connexion entre différentes disciplines. Donc, dans le mouvement du 375e, de célébrer l'identité de Montréal, de laisser des traces tangibles, on est présent à travers les promenades urbaines, à travers la découverte de paysages trajectoires, où est-ce qu'on fait connaître la ville et on fait aussi connaître, redécouvrir, autant au niveau des citoyens, et de s'approprier ce qui révèle notre histoire, mais aussi la nature, la culture, et qui révèle notre présent, notre passé, notre avenir comme tel. Donc, le but est de régénérer cette ville-là en alliant la biodiversité et l'urbanité à travers des parcours piétonnés. Donc, un projet phare aussi au niveau du 375e. Encore une fois, dans la notion de connectivité, les parcours découvertes de Mont-Royal pour révéler encore une fois tous les parcours, tous les patrimoines qu'offre le Mont-Royal comme tel, autant institutionnel, autant aussi du paysage, qu'autant aussi au point de vue de tout ce qui est rituel comme tel. Le plan directeur d'aménagement pour 2017, écoutez, encore une fois, je ne suis pas seule là-dedans, loin de là. On est une équipe, puis je tiens spécialement, il faut me donner une minute pour ça, à souligner les noms comme tels. Diane Martin est avec nous, Le Charquec,
Martin Gay, Steve Bilodeau-Baladi est partie prenante de tout le réaménagement comme tel du complexe environnemental. Donald Reich, je ne veux pas en oublier, Martin et tout ça. Nathalie Laforêt, et aussi, en ce moment, on travaille avec une équipe. Il y a des agents techniques, mais qui ont un profil en ce moment d'architecte paysagiste. C'est la relève, donc, avec Valérie Blanchard, Maude Roy, Mathieu Bourdage, enfin, Jean-Marie Patrice Louis, qui est notre agent technique en génie civil, et Michele de Benedictis aussi. C'est un travail colossal qu'il y a à faire pour 2017, mais qu'est-ce qu'il y a à faire pour 2017? C'est vraiment d'ouvrir le cœur du site, vraiment que les gens se réapproprient le centre avec tout un programme aussi au niveau de l'art public qui va être mis en place, favoriser les accès, finaliser tout ce qui est au niveau de la bande Papineau. Je termine aussi en vous mentionnant que si vous avez seulement... Ça va-tu partir? Pas sûr! Olivier, tu m'avais dit que ça partait. Bon, ça part. Si vous avez juste à retenir quelque chose, c'est cette image. Et voilà.